Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Stéphane Boujnah, le directeur général d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci à vous de votre invitation. C'est une consécration quand même pour les 25 ans d'Euronext. Je vous en reparle parce que c'est normal, c'est quand même génial cette entrée au sein de l'élite de la Bourse de Paris. Cette entrée au CAC 40, ça fait maintenant quasiment 2 mois et voilà, c'est une consécration. On peut le dire comme ça. Oui, c'est l'aboutissement d'un long travail. Vous vous rappelez sans doute que quand... Qui aurait cru en 2014 ? Ça valait, au moment de l'introduction en bourse en juin 2014, ça valait 1,4 milliard. Quand je suis arrivé, c'était un peu plus, 1,8 milliard, 2 milliards. Aujourd'hui, c'est 13, 14. Entre 13 et 14 ouais. Donc c'est un énorme travail qui a été fait par les équipes dans un environnement pas facile. Au début, il a fallu résister à la tentative de fusion entre Deutsche Börse et London Stock Exchange. On a dû se battre contre le Nasdaq en Norvège quand on a essayé d'acheter Oslo Børs. On a dû se battre contre Deutsche Börse pour acheter Borsa Italiana. Et puis, il y a tout un travail sur la performance opérationnelle qui s'est fait en parallèle et qui nous permet d'être aujourd'hui, je ne dirais pas l'élite parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a d'excellentes entreprises qui ne sont pas dans le CAC 40 tout simplement parce qu'elles ont un flottant plus petit. Ouais. Mais par contre, pour les entreprises qui représentent l'univers investissable, comme on dit, c'est-à-dire le flottant le plus important et la liquidité la plus importante, effectivement, c'est une entreprise qui vaut plus qu'un certain nombre de fleurons du capitalisme français. Donc on est très content. C'est vraiment un travail considérable des équipes à travers l'Europe. Les clés du succès, évidemment, d'Euronext, sous l'ère Boujnah, c'est la stratégie de diversification, à la fois horizontale, verticale. C'est la maîtrise des coûts. On dit être le roi pour tenir les coûts. C'est vrai, ça? Les deux ne sont pas antinomiques, d'ailleurs. Pardon de répéter des choses assez fondamentales, qui est cet adage de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. Il dit « Se reposer ou rester libre, il faut choisir ». La maîtrise des coûts, c'est une condition de la performance opérationnelle. Et la performance, c'est une condition d'indépendance. On peut décider d'être... La meilleure recette du succès, c'est d'être... la meilleure recette pour l'échec, c'est d'être sympa avec tout le monde. Si vous voulez réussir, il faut avoir des conversations désagréables. Les gens qui ne gèrent pas bien la performance opérationnelle ou qui ne gèrent pas bien les coûts, c'est souvent parce qu'ils ne supportent pas émotionnellement des conversations difficiles avec certains salariés, des conversations difficiles avec des fournisseurs, des conversations difficiles avec les clients. Si vous voulez... C'est ça la méthode Boujnah? C'est assumer de dire non, de dire... La méthode Boujnah, c'est pas la méthode Boujnah, c'est la méthode de tous ceux qui réussissent depuis 5000 ans. C'est d'accepter d'être un peu plus seul, d'accepter d'avoir un peu moins d'amis, d'accepter d'avoir un peu plus, de prendre un peu plus de risques. C'est pas une méthode Boujnah, c'est la méthode que dans tous les secteurs de l'activité humaine, pas seulement le commerce, ça s'appelle prendre des risques et affronter la difficulté. C'est l'inverse c'est la méthode dont on parle, c'est l'inverse de la discussion budgétaire qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. C'est quelque chose où on préfère l'avenir sur le présent. Le présent, c'est avoir une vie agréable et des conversations plaisantes avec tout le monde. L'avenir, ça consiste à affronter des difficultés maintenant pour laisser aux autres qui viendront après quelque chose en meilleur état que ce qu'on a trouvé et pas laisser quelque chose en pire état que ce qu'on a trouvé. Donc nous, on a pris une entreprise qui valait 1,4 milliard, on va la rendre à nos successeurs au moins à 13 ou 15 milliards. C'est qui les successeurs? J'en sais rien. Ah oui, d'accord, c'est pas l'ordre du jour. Non, c'est pas l'ordre du jour. Mais ce que je veux dire, l'idée, c'est d'être obsédé par l'avenir et obsédé par laisser quelque chose en meilleur état que ce qu'on a trouvé. Il y a des gens qui rendent des objets en meilleur état que ce qu'ils ont trouvé et des gens qui rendent des objets en moins bon état que ce qu'ils ont trouvé. Donc, on ne peut pas être responsable de tout, mais parmi les choses dont on est entièrement responsable dans une entreprise, c'est la gestion de la performance opérationnelle. On ne peut pas blâmer le marché ou blâmer l'environnement sur la performance opérationnelle. Donc, effectivement, il y a une obsession de la performance opérationnelle parce que c'est ça qui donne l'oxygène de l'entreprise, c'est-à-dire la génération de free cash flow, cette capacité à construire un bilan solide avec lequel vous pouvez déployer du capital pour faire de l'expansion. Et donc, l'expansion, ça passe par des multiples acquisitions. Il y en a eu beaucoup depuis 10 ans, des acquisitions. Oui. C'est ça aussi le... Oui, alors, c'est très important. Pour moi, les acquisitions, ça n'est qu'une des modalités de déploiement du capital. C'est-à-dire que, d'abord, et au commencement de tout, la génération de free cash flow, c'est-à-dire la segmentation des clients pour extraire un maximum de surplus, et puis la gestion obsessionnelle des coûts. Et effectivement, ça génère une capacité à être libre qui s'appelle le free cash flow. Ensuite, avec cet argent, vous déployez le capital, soit
et dans des projets d'expansion organique, c'est-à-dire vous utilisez vos ressources qui fait de vous quelque chose d'unique sur la planète, ce portefeuille d'actifs, ces clients, ces équipes, cette technologie, pour inventer des nouvelles solutions dont les clients ont besoin. Et en parallèle, pour aller plus vite, mais ça coûte beaucoup plus cher, vous achetez des actifs qui existent déjà. Quand vous faites vous-même, ça vous coûte 3-4 fois les l'EBITDA par projet. Quand vous achetez les autres, ça vous coûte 12 à 15 fois. Mais vous avez un niveau de risque différent. Mais c'est ça le déploiement du capital. C'est mesurer où l'argent que vous avez généré pour vos actionnaires peut être le mieux déployé. Et effectivement, on a fait beaucoup d'acquisitions. Et encore en cours d'ailleurs, il y a une offre sur la bourse d'Athènes qui se clôture la semaine prochaine. Et qui est en bonne voie. Ça, c'est les actionnaires qui décident, et on saura ça lundi, mais nous avons fait une offre d'échange, c'est-à-dire que nous proposons aux actionnaires d'Atex d'échanger 20 actions de la bourse d'Athènes contre une action d'Euronext, et nous verrons quel sera le résultat. Opération qui pourra améliorer votre bénéfice par action de 1% d'ici 2027, c'est ce qu'a dit Bank of America. C'est une petite transaction en termes d'impact financier. Ça, c'est indiscutable. Mais c'est une transaction qui peut avoir plusieurs aspects positifs périphériques dans l'énergie, sur la dette souveraine, sur la base de coûts du groupe, puisque nous allons créer un centre de support et de technologie à Athènes pour le groupe, comme on l'a fait dans le passé au Portugal. Et puis, c'est une transaction qui montre que l'union des marchés de capitaux, l'union pour l'épargne et l'investissement se fait autour d'Euronext. Il y a une phrase intéressante du chancelier Merz il y a quelques semaines, et ça montre que ça se fera ou ça se fera pas. Qu'est-ce qu'il a dit, chancelier Merz? Merz disait il faut qu'on ait une bourse unique en Europe pour offrir de la liquidité à toutes les entreprises, notamment les belles entreprises technologiques allemandes. Pensez à qui? Et ça a suscité beaucoup d'intérêt. On s'est dit, mais pourquoi le chancelier Merz se focalise sur ces sujets-là? Et nous avons répondu que nous étions disponibles pour être le véhicule de consolidation et de participer à la deuxième phase de consolidation. Avec Deutsche Börse? Deutsche Börse est toujours très Deutsche, mais moins Börse qu'il ne l'a été dans le passé. C'est un groupe magnifique qui vaut entre 40 et 45 milliards d'euros de capitalisation boursière, si je ne me trompe pas, ça doit être l'ordre de grandeur, et qui réussit remarquablement, mais qui a décidé, pour plein de raisons historiques, que la partie bourse, la partie exchange, était désormais beaucoup plus périphérique qu'elle ne l'avait été dans le passé. Et donc ça représente en gros un peu moins de 5% des revenus du groupe. Et c'est vrai qu'il y a une forme de désalignement ou de divergence entre la stratégie du groupe Deutsche Börse, qui est remarquablement successful, mais en dehors des métiers de la bourse, d'une part, et d'autre part, les ambitions de politique économique à Berlin, qui aimerait qu'il y ait une bourse puissante et liquide à Francfort. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, le total de la capitalisation boursière des entreprises cotées à Berlin, c'est environ 1800 milliards. Le total des entreprises, de la capitalisation boursière des entreprises cotées sur le marché unique intégré d'Euronext, c'est 6500 milliards. Donc on est plus de 3 fois, presque 4 fois plus gros que Francfort. Pour la bourse, mais c'est vrai que pour répondre à votre question, le groupe Deutsche Börse fait beaucoup d'autres choses. Dans les indices, par exemple, avec toute la famille d'indices stocks, dans les dérivés, avec Eurex, dans la compensation, avec Eurex Clearing, donc il y aura un morceau de Deutsche Börse qui vous intéresserait, la partie bourse? Oui, mais ça, on leur a dit déjà à de très nombreuses reprises. On leur a dit, puisque ça vous intéresse moins que d'autres activités, et puisqu'à Berlin, ça intéresse beaucoup de monde, et puisque nous sommes très focalisés, pas seulement, on ne fait plus que 40% sur les métiers des métiers de volume et de négociation, et d'ailleurs même plus que 17% de nos activités sur le trading des actions seulement. Mais enfin, nous sommes parmi tous les acteurs européens, ou européens, en ce compris London Stock Exchange, celui qui reste le plus engagé dans le financement de l'économie réelle. Donc nous avons dit souvent à nos amis allemands, si vous voulez participer à l'aventure Euronext, en tout cas à un marché action intégré, on est ravis d'accueillir. Pour l'instant, c'est Nine. Oui, pour l'instant. Pour quelle raison? C'est à eux qu'il faut poser la question. Là, franchement, j'ai beaucoup commenté la perception que j'ai de cette magnifique entreprise, mais je n'ai pas les raisons spécifiques qui les conduisent à garder cet actif qui est devenu périphérique. C'est à eux qu'il faut poser la question.
Un mot du cours de bourse, Euronext, donc plus 85% de hausse du titre sur 3 ans. Le cours était quand même mi-juillet à 150 €, on est autour de 130. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a un effet sectoriel important. Les deux entreprises qui sont un peu... c'est très difficile pour nous d'avoir des multiples de valorisation plus élevés que ceux de London Stock Exchange ou de Deutsche Börse. La perception du marché, c'est que ces entreprises sont beaucoup plus diversifiées et donc valent beaucoup plus. On s'est beaucoup approché de leur multiple de valorisation. Or, il y a eu un effet assez dur sur London Stock Exchange, notamment du fait de la remise en cause de leur métier de data, et du fait de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'un des thèmes du marché des infrastructures... C'est un dommage collatéral. Oui, on a un effet de secteur qui est très important. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que depuis une dizaine de jours, le cours remonte tout doucement. On était descendu à 123, on est en train de repartir vers 130. Donc les choses commencent à s'inverser, surtout qu'on a annoncé très bons résultats. J'allais venir, 6e trimestre de croissance d'affilée, chiffre d'affaires en hausse de 10,6%, au 3e trimestre à 438 millions d'euros. Combien de temps vous allez pouvoir tenir comme ça cette croissance à deux chiffres là? Je ne sais pas, le plus longtemps possible. On travaille pour... maintenir ce rythme de croissance à 2 chiffres le plus longtemps possible. Pour cela, il faut aller très vite dans les intégrations. Et donc, c'est ce qu'on fait systématiquement pour venir le plus vite possible avec un périmètre comparable, avec l'extraction de synergie. Et on a une expérience impressionnante. On avait dit, quand on a lancé l'acquisition de Borsa Italiana, qu'on ferait 60 millions de synergies. Et finalement, on en a fait 120 millions, le double. Donc, on a... Pour nous, le post-merger integration, l'intégration des actifs en allant extrêmement vite est très importante. La deuxième chose, c'est de continuer à avoir une discipline de coûts très rigoureuse pour continuer à maximiser l'EBITDA sur la partie courante de notre activité, périmètre non transformé. Et c'est vrai que vous avez dû noter dans ces résultats quelque chose qui a capté moins l'attention mais qui est important, c'est qu'on avait donné un objectif de coût de 670 millions pour la fin de l'année. Ouais. Et on a dit au marché, vous savez quoi, on ne va pas faire 670 millions, on va faire 660 millions de coûts. C'est-à-dire qu'on a annoncé au marché qu'on ferait 10 millions d'économies par rapport à ce qu'était notre ambition de coût. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important aussi pour continuer à faire de la croissance de la ligne du bas, notamment de l'EBITDA, à 2 chiffres. Et puis, il y a livrer le plus vite possible les projets de croissance organique. Vous savez, la différence entre l'échec et le succès, c'est MacArthur qui disait ça, c'est pas moi. Il dit ces 2 mots, la définition d'une défaite. Too late, trop tard. C'est trop tard. C'est la seule différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la rapidité d'exécution, l'agilité. Donc il faut que les projets de croissance organique qu'on a engagés, qui sont assez lourds et qui vont vraiment faire le succès du plan stratégique qui s'achève fin 27, soient réalisés avec un rythme extrêmement soutenu pour continuer ça. Donc si on va vite sur l'intégration des actifs qu'on a achetés, si on va vite et on est discipliné dans la gestion de nos coûts et la transformation de l'organisation, et je vous passe tous les détails sur la restructuration liée à le déploiement de l'intelligence artificielle, si on va vite sur la livraison des projets de croissance organique, on peut maintenir ce rythme. Si on est pépère et qu'on a des conversations paisibles avec tout le monde en disant « je suis au CAC 40 », ça y est. Ah ouais, c'est compliqué. Bon, on n'a qu'à faire. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, et un peu d'eau tiède. Allez, à table. On ne fera pas une croissance à 2 chiffres trimestre après trimestre. Parce que chaque fois, il ne vous aura pas échappé que chaque fois qu'on dépasse 4 trimestres, ça fait 1 an. Et donc la base sur laquelle vous comparez après est déjà une base assez élevée. Donc le rythme est compliqué, mais l'ambition, ça n'est pas de ralentir ce rythme ou de nous asseoir sur nos lauriers. On pourrait dire, on est au CAC 40, ça y est. On aurait pu déménager dans des locaux plus confortables, dans les beaux quartiers. Non, on est à La Défense, dans un immeuble qui est difficile à trouver. Et juste le bénéfice net, pourquoi il recule au 3e trimestre, parce baisse de 6%, parce 150 millions d'euros? Non, parce qu'on a touché 20-25 millions de dividendes l'année dernière au trimestre, au 3e trimestre, alors que cette année, on les a touchés au 2e trimestre. D'accord. Donc c'est vraiment un effet de périmètre. Les analystes ne s'y sont pas trompés. Oui. Sur le dernier trimestre, vous l'avez dit, c'est 60% de vos revenus qui ne dépendent pas des volumes de transactions. Donc, oui.
Il n'y a que 40% qui dépend, et les Deutsche Börse, c'est 5%. Ça descend jusqu'à combien chez Euronext? C'est difficile de tout comparer, je vais vous expliquer en une seconde pourquoi. Nous avons 60% de nos activités qui ne sont pas liées au volume. Nous avons... Donc ce sont les services de données, le règlement livraison... Post-trade, etc. Ouais. Exactement. Et puis nous avons à peu près 40% de nos activités qui sont liées au volume, à la négociation. Là-dedans, vous avez les actions, 17%, et puis vous avez le reste qui sont les obligations souveraines, notamment avec MTS, qui est une entreprise magnifique qui fait 4 fois plus de volume aujourd'hui que quand on l'avait acheté, parce qu'il ne vous aura pas échappé que le marché de la dette souveraine est assez dynamique. Donc c'est bien que les États soient endettés? Non, moi je pense qu'en tant que citoyen, je pense que il y a un conflit d'intérêt entre le citoyen et le PDG. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Moi, en tant que c'est une question très importante. C'est très important de ne pas oublier qu'on est des citoyens. Et en tant que citoyen, la seule chose que je peux faire, c'est parler dans le poste et aller voter. C'est les deux modes d'action que j'ai pour influencer l'avenir de mon pays. J'essaye de faire les deux. Par contre, en tant qu'entreprise de marché, je constate que la solution qu'apporte MTS, qui est une solution qui a amené une liquidité significative à la dette italienne à l'époque où l'Italie était très endettée, où elle payait beaucoup plus cher que nous. Aujourd'hui, elle paye au même taux. Aujourd'hui, j'ai regardé, il y a une heure, il y a 2 ou 3 bips de différence. Donc Mais c'est vrai qu'il y a le rôle d'MTS dans ce monde-là, il est très différent, parce qu'il y a 1 an et demi, en juillet 24, la France empruntait plus cher que l'Allemagne, il y a 10 ans, certes, mais moins cher que l'Espagne, moins cher que le Portugal, moins cher que la Grèce, moins cher que l'Italie. Maintenant, la France emporte plus cher que tout le monde, et au même niveau que l'Italie. Enfin, vraiment, aujourd'hui, 3 bips plus cher, hier 1 bips moins cher, mais la direction du voyage, elle est assez claire. Dans ce contexte-là, la solution qu'apporte MTS pour améliorer la liquidité de la dette peut être une solution pour l'agence France Trésor, mais c'est à eux de le décider. Et puis, il y a les activités sur l'énergie. Et là, c'est là où il faut apporter une petite nuance. Deutsche Börse a une très grosse activité de négociation des métiers de l'énergie qui sont à côté des 5% dont j'ai parlé, qui ne sont pas dans les 5%. 5%, c'est que la bourse action. Et si on ajoute l'énergie, c'est pour ça que si on ajoute l'énergie, je ne pourrais pas vous dire ce que ça représente. Mais chez vous, les 40% aujourd'hui, des revenus qui dépendent... C'est l'énergie, les actions, les taux, le forex. Bien compris. Et les commodities. Mais est-ce que ce taux vous va, ce pourcentage vous va? Est-ce que ça va... Mais vous savez... La logique, c'est que ça descende. Bien sûr, la logique, c'est que le groupe se renforce et que tout ça grossisse, mais que la partie non liée au volume grossisse le plus possible pour être le moins indépendante. La logique, c'est la double diversification. À l'intérieur des métiers liés au volume, une diversification des classes d'actifs. C'est pour ça qu'on n'a pas seulement des actions, on a aussi de l'énergie, on a aussi des matières premières agricoles, on a aussi des taux de change avec Euronext Forex à Singapour, Londres et New York, et on a aussi des matières premières agricoles, des taux de change et la dette souveraine dont on parlait. Donc, ça, c'est la première diversification des classes d'actifs à l'intérieur des métiers liés au volume. Et puis, à côté, il faut faire croître le plus possible ces business résilients qui assurent une visibilité, une régularité des revenus, notamment les business de software. La raison pour laquelle on a fait une acquisition cette année d'Admin Control en Norvège, c'est pour étendre notre offre de gouvernance digitale. Parce qu'on est absolument convaincu que le positionnement d'Euronext dans ces métiers de gouvernance digitale peut faire de nous un acteur très concurrentiel dans nos offres par rapport aux incumbents, aux gens qui sont installés. Je pense à celles et ceux qui nous regardent, qui n'ont pas d'action Euronext, qui n'ont pas eu toute cette hausse passée, qui se disent... Bon, ok, c'est rentré au CAC 40, mais quand je vois ce qui s'est passé, les dernières boîtes qui sont rentrées au CAC 40, qui ont été en difficulté, dont les cours ont été en difficulté, il y a du potentiel encore? Moi, j'en suis convaincu. J'ai mes actions, une grande partie de mon actif personnel, c'est essentiellement des actions Euronext. Je pense que tous ceux qui sont entrés, cette idée que le cours est déjà élevé, que ça ne durera pas, j'ai eu cette conversation quand le cours avait été passé à 50 €, puis 70 €. Puis quand il est passé à 100 €, un de nos gros actionnaires historiques, la BNP, a vendu en disant « ça ne pourra pas abonder plus », c'était à 100 €. On est monté à 153, et là, on est reparti. Et franchement, c'est avant d'autres nouvelles qui pourraient concerner le déploiement du capital qu'on va faire. Moi, je pense que l'avenir de ce groupe, qui est bien plus fort qu'il ne l'a jamais été, qui a complètement dérisqué les faiblesses chroniques qu'il avait au départ et qui est positionné désormais comme un consolidateur, comme
la plateforme pour l'union des marchés de capitaux pour de vrai, pour de bon, et quelque chose qui est le véhicule de captation de ce qu'aura l'intégration européenne des marchés de capitaux. Nous sommes le Airbus des marchés de capitaux. Ah, j'allais y venir. C'est vrai qu'on parle toujours d'Airbus dans les succès européens, mais à part Airbus, il y a quoi d'autre? Vous savez, Jean-Claude Trichet a fait, dans la première phrase de la préface du bouquin qui raconte l'histoire d'Euronext, il a eu la bienveillance de dire il y a eu 3 succès européens, 3 succès d'organisation européenne. La Banque Centrale Européenne, Airbus et vous. Airbus et Euronext. Et c'est vrai que quand vous regardez, c'est quoi Airbus? C'est une entreprise magnifique où des gens se sont dit il y a 30-40 ans, on sait faire des avions commerciaux dans nos pays, mais on s'est dit en Espagne, en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, on va plus faire d'avions commerciaux tout seul. On renonce à en faire tout seul, mais par contre, on va créer le concurrent planétaire à Boeing. Ouais. Et est-ce que le monde est meilleur avec juste Boeing ou est-ce que le monde est meilleur avec Boeing et Airbus? La réponse est claire. C'est un peu la même chose. On aurait pu garder une espèce de sympathique coalition de petites bourses dans nos villages respectifs. Mais la vision qu'ont eue les fondateurs d'Euronext il y a 25 ans, qui a été un peu mise entre parenthèses pendant les 7 années où Euronext était sous occupation américaine après la fusion avec le NYSE, à part cette parenthèse, enfin c'est devenu une parenthèse parce qu'on a réussi après, l'idée c'est quand même de dire ton village est un peu plus grand ou un peu plus petit que mon village, mais à la fin, à l'échelle planétaire, à l'échelle des marchés financiers, la liquidité nécessite l'agrégation. Et c'est vrai que, pour reprendre votre commentaire un peu plus il y a quelques minutes, les Allemands sont restés à côté de ce projet pour différentes raisons. Et c'est le sens de la déclaration de M. Merz d'encourager une étape nouvelle de consolidation. Stéphane Bougin, avant de se quitter, quand vous voyez Nvidia à 5 000 milliards ou pas loin, juste en dessous, dollars de capitalisation en bourse, niveau jamais atteint pour une entreprise dans le monde, Trump qui dit ne pas être inquiet par une bulle financière sur l'IA, au contraire, Michael Burry, le Big Short, là, celui qui est connu pour anticiper la crise des subprimes, qui se parie sur la chute, qui a mis $1 milliard sur la chute d'Nvidia. Vous en pensez quoi aujourd'hui sur les niveaux de valorisation et l'emballement provoqué par l'IA? Je pense pas grand-chose, des choses que je ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est que c'est un raisonnement très très simple, très binaire et probablement caricatural, mais vous concevrez la conclusion. Soit tout cet argent investi dans l'IA va produire le retour qui en est attendu. Et alors, nécessairement, il va se passer sur le reste de l'économie ce qu'on appelait, au moment de la bulle Internet, brick and mortar, une dislocation significative de la valeur, puisque pour que tout cet argent déployé dans l'IA produise tout le retour, il faut que des choses se passent dans la base de coûts et dans une partie des chaînes de valeur brick and mortars, qui aujourd'hui n'est pas reflétée dans les prix de ces actifs. Ou alors, le rendement ne portera pas sur la totalité, ne sera pas servi pour la totalité des investissements qui sont clés. Seule une partie y arrivera, ce que j'appelais dans les années 2000 le paradigme du spermatozoïde, c'est que tout le monde n'y arrivera pas, 1, 2 peut-être. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'une partie des investissements qui seront dans ces actifs seront brûlés pour rien. Donc moi je ne sais pas si on insiste à quelque chose de révolutionnaire qui fait que tous ceux qui ont mis de l'argent dans l'IA gagneront de l'argent. Mais alors, ça veut dire qu'il va se passer des choses à côté, dans les brick and mortars, beaucoup plus importantes que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'une partie du marché se trompe. Ou alors, tout le brick and mortar ne va pas disparaître, et alors ça signifie que tout l'argent investi... Il y aura de la casse. Il y aura de la casse. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question, et je ne suis pas assez un expert de ce secteur pour faire du cherry picking. Ce que je sais par contre, c'est quand... Et ça vous aide, vous? En quoi ça vous aide? En quoi ça aide Euronext aujourd'hui? Nous, on est l'intelligence artificielle ou l'IA? Non, l'IA nous aide beaucoup. Bon, il y a 1 an et demi, j'ai demandé à quelqu'un de chez moi de faire le tour des différents centres de profit, centres de revenus et centres de coûts pour voir quelle pouvait être l'expansion de l'EBITDA. En déployant les outils IA, il est revenu avec un chiffre assez conservateur. Je n'ai pas très impressionné. Je lui ai dit, soit c'est ça, mais alors ça veut dire que ce que je lis dans le journal n'est pas vrai. On a refait le même tour. Le chiffre à laquelle il est revenu était 2-3 fois
supérieur il y a quelques mois, juste avant l'été. Et là, depuis une période très récente, on est en train de tester des cas d'usage sur la partie coût qui sont assez spectaculaires. Sur la partie coût et notamment sur la partie coding, la partie des codage, déploiement de l'outil informatique, de l'infrastructure. Et donc, je pense que ça va transformer l'organisation sur les coûts. Sur les coûts. Sur les revenus, des gens comme nous ont très peu de capacité à générer des nouvelles offres. On est très différent des avocats. Moi, j'étais avocat quand j'étais jeune et mince, dans un très magnifique cabinet. Je passais un temps fou à rechercher de la jurisprudence. Je pense que les jeunes gens et les jeunes femmes qui font le travail que je faisais dans les années 90 ont des outils qui sont impressionnants pour trouver la même information en quelques minutes. Donc, on n'est pas du tout dans les secteurs qui gèrent beaucoup d'informations dérivées. Nous, on fait quelque chose d'assez spectaculaire. On met un nombre en rouge ou en vert sur un écran, et les gens appellent ça le prix, et prennent des millions de décisions. Mais ce prix, il est le produit de la confrontation d'une offre et d'une demande. Donc ce n'est pas quelque chose que l'IA, il faut bien comprendre un truc qu'on sous-estime un peu vite souvent, c'est que c'est très bien pour traiter l'information qui existe déjà. Mais ça ne sert à rien pour inventer ou créer des choses qui n'existent pas encore. Or, une partie de ce que font les humains, c'est aussi de créer des choses qui n'existent pas encore. Donc, pour tout ce qui est, et c'est l'essentiel de l'activité humaine, la réplication, l'accumulation, l'accès au savoir accumulé, etc., c'est parfait. Mais pour produire des choses qui n'existent pas encore, ça ne sert à rien. Et donc, la formation du prix, elle peut être approchée par les... C'est le cas chez les asset managers qui aiment l'IA parce que c'est un peu, ça booste leur, ça augmente les capacités de leur gestion algorithmique. Mais pour la formation des prix, la confrontation de l'offre et de la demande peut être imaginée, envisagée, approchée, mais elle ne peut pas être répliquée. Bon, merci en tout cas, merci. Je vous en prie. Entretien donc avec Stéphane Boujnah, le directeur général d'Euronext, invité de la grande interview en direct, en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous, à bientôt. Merci.